Parce qu'il y a deux aspects ici. Il y avait l'aspect popularité des candidats, comme le cas du candidat du professeur Kamto, qui a été injustement éliminé dans un processus antidémocratique. Il y a ce gros problème. On n'a pas l'impression que le système a été démocratique. Vous écoutez Miroir Radio TV. Vous écoutez Miroir Radio TV. Tout de suite, un nouveau programme de marque. Ne manquez pas votre émission présidentielle 2025 tous les mardis 16h et dimanche 10h. On ne peut pas prétendre boycotter et dire qu'on a des élus. Présidentielle 2025, c'est votre rendez-vous politique avec les candidats à l'élection présidentielle, les hommes politiques, les analystes et consultants. Expliquez-moi comment un parti politique qui n'a aucun élu fait pour contrôler les votes. Non, mais c'est ça que vous voulez parler? C'est vous qui... Au programme, entretien, duel, actualité. Présidentielle 2025, c'est sur Miroir Radio 93.7 FM. Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette autre édition de votre programme présidentiel 2025. Cet après-midi, comme tous les après-midi, nous recevons un candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est un panafricaniste, c'est un docteur, c'est surtout un candidat, celui du mouvement citoyen national camerounais. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir dans nos studios, les studios de Miroir Radio TV. Monsieur Docteur Jacques Bouga Agbe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci à votre équipe technique, également merci aux millions d'auditeurs qui me font l'honneur de m'écouter cet après-midi. Alors docteur, vous êtes panafricaniste, vous êtes titulaire d'un doctorat en économie à l'université Cornell, c'est du côté des États-Unis. Vous êtes également titulaire d'un master d'économie de l'université McGill au Canada et d'un diplôme d'ingénieur de l'école centrale de Paris du côté de la France. Rappelons que vous avez également travaillé près de 22 ans du côté du Fonds monétaire international et aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. C'est quoi vos motivations? Il faut aussi ajouter que je suis agriculteur. Agriculteur, cet aspect est souvent oublié. Non, je suis candidat à cette élection pour une raison très simple. Notre pays, le Cameroun, peut se développer très très rapidement. Les problèmes que nous voyons là-dehors ne sont pas insurmontables. On peut les régler très très vite et prendre le chemin du développement très rapidement. Mais pour y arriver, il faut des réformes de fond que nous devons faire dans le domaine politique, économique et je dirais socio-culturel. Et ces réformes ne peuvent pas être faites par un conseiller technique ou un ministre. Ce sont pour la plupart des réformes transversales qui touchent plusieurs secteurs et qui ne peuvent être menées que par un président de la République. Donc voilà pourquoi je suis candidat à cette élection. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, dans le cadre de mes fonctions FMI, et j'ai travaillé avec des ministres, et très souvent pour des réformes vraiment de fond et d'envergure. Ils nous disaient parfois, oui, je suis d'accord avec vous sur le plan technique, mais ça c'est une réforme que seul le président de la République peut faire. Donc, allez voir le président de la République. On allait voir le président de la République. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent être faites que si elles sont portées par le président de la République lui-même. Et c'est pour cela que c'est une fonction que j'aimerais, à laquelle j'aimerais accéder pour justement faire ces réformes qui vont permettre à notre pays de s'en sortir très vite. Et docteur, si toutes les réformes doivent être faites et exécuté par le président de la République. Dans votre gouvernement, si vous êtes élu, ça sera quoi le rôle du ministre? Non, il a un rôle, il gardera un rôle important, mais l'impulsion est donnée par le président de la République. Et généralement, le ministre ne peut faire grand-chose si le président ne l'autorise pas à le faire. Parce que normalement... Mais si on parle de décentralisation, le ministre a tous les pouvoirs dans son domaine. Non, justement, non. Il y a un responsable en chef qui est le président de la République. C'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui fixe la direction des choses. Les ministres, en fait, exécutent un plan d'action. Très souvent, étant donné qu'ils sont dans des domaines spécialisés,
et généralement les administrations décentralisées, et très souvent, compte tenu du fait qu'elles sont très souvent proches des populations et dans l'action même sur le terrain, peuvent relayer des informations utiles pour ajuster justement ce cap que le président fixe. Mais généralement, la direction est donnée par le président de la République et les ministres qui sont membres du gouvernement mettent en œuvre la vision du président de la République. Chers parents, réservez le meilleur pour vos bolichons en cette rentrée scolaire. Nous vous proposons le kit spécial Bonne Rentrée. Ce kit est constitué d'un manteau contre la pluie. Avec ce manteau, votre super-héros va défier les intempéries. Une gamelle constituée de plusieurs assiettes, une cuillère et une fourchette. Votre chouchou mangera toujours chaud à la récréation. Une goude qui conservera de l'eau loin des microbes. Une ardoise électronique dernière génération accompagnée de son stylo magnétique. Avec cette ardoise, l'apprentissage devient facile. Vous trouverez également dans notre kit un parapluie super solide et 4 livres qui permettront à vos enfants d'apprendre tout en s'amusant. Livres de mathématiques, de dessins, d'alphabet et de comptes. Chers parents, arrachez-vous ce kit dès maintenant au prix promotionnel de 10 000 francs CFA seulement. Appelez dès maintenant 694 46 70 29 ou encore 673 97 92 20. D'ailleurs, dans mon projet de société, j'ai introduit ce que j'appelle le plan de travail présidentiel. Il est présidentiel parce que c'est le président qui est le premier responsable de ce plan de travail. Mais il doit être signé par tous les membres du gouvernement. Le président et tous les membres de son gouvernement. Et dans ce plan de travail présidentiel, il y a des objectifs à atteindre tous les 6 mois. Des objectifs chiffrés. Et il y a une agence d'évaluation de la mise en œuvre de ce plan de travail présidentiel. Et c'est ce plan de travail présidentiel qui sera à la fois le document stratégique et opérationnel devant guider l'action de l'État après l'élection. Alors, vous parlez de développement du Cameroun. Vous pensez que le Cameroun peut se développer très vite. Très vite, c'est combien de temps? Je dirais déjà un peu plus d'une quinzaine d'années, on commence à voir les changements. C'est-à-dire, une quinzaine d'années, on voit déjà les changements. Et je pense qu'une trentaine d'années, on boucle. On passe le cap. Parce qu'il faut qu'on change complètement de modèle de développement. Le modèle qu'on utilise présentement, il est étatiste. C'est-à-dire que c'est l'État qui est au centre de tout. C'est lui qui emprunte, c'est lui qui collecte les impôts pour tout faire. Il ne laisse pas ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire vous. C'est vous qui avez l'argent. Il ne laisse pas ceux qui ont l'argent investir dans nos infrastructures, parce que tout doit passer par lui. Donc je veux casser cela. J'ai introduit ce que j'appelle un modèle de 100 francs, modèle du financement populaire, qui va permettre de créer des entreprises populaires qui vont remplacer justement les entreprises publiques. Et ces entreprises populaires seront celles qui vont construire et gérer les infrastructures publiques rentables, comme les routes, les ports, les aéroports, etc. Et l'avantage de ces entreprises populaires, c'est que, bien qu'étant des entreprises devant exécuter des missions de service public, elles seront gérées comme des entreprises privées. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui va nommer les dirigeants de l'entreprise, ce n'est pas le président qui pourra les congédier, mais ce seront les actionnaires que vous êtes, vous le petit peuple de 100 francs. À travers vos téléphones, il y aura une application spéciale de vote. Une sorte de vote. Oui, c'est vous, mais le vote par les actions. C'est-à-dire que le poids du vote de chacun dépendra du nombre de ses actions. Donc c'est donc vous qui allez gérer cette entreprise. Si par exemple l'entreprise chargée de construire les routes ne fait pas bien son travail, vous pourrez le limoger. Vous pourrez limoger son dirigeant. Oui. Et donc ça va justement ramener le développement au niveau du peuple. Ça va donner du poids à la couche la plus défavorisée, la couche de 100 francs dont je parle souvent, parce qu'elle aura aussi un poids dans le vote. Vous voyez, voilà comment donc à la fois on démocratise le développement du Cameroun, mais on apporte également de la rigueur et de la redevabilité dans le système de gestion de nos infrastructures publiques. Donc dès que vous faites cela, non seulement vous changez complètement la donne au niveau du comportement des dirigeants de ces entreprises par exemple, donc on n'aura plus les routes comme celles qu'on voit là, mais vous faites une deuxième chose, c'est que vous élargissez le pool de financement. Il faut que les Camerounais comprennent, les auditeurs comprennent en général, qu'en 2023, le volume de transactions mobile money au Cameroun, dans nos téléphones, était de 24 000 milliards. 24 000 milliards. C'est-à-dire c'est plus de 3, presque 4 fois le budget de l'État pour 2025. En 2025, nous sommes probablement autour de 30 000 milliards. C'est énorme. Il y a énormément d'argent qui circule dans les téléphones.
Et donc, en mettant tout sur le téléphone, à travers l'application de l'État sur le téléphone, on élargit le pool de ceux qui peuvent financer nos infrastructures. Parce qu'il y aura les Camerounais. Il y aura les Camerounais. Les Camerounais qui déjà utilisent le téléphone, qui utilisent le mobile money. Avec l'application de l'État, on va également inclure les Camerounais de la diaspora. Parce que l'application de l'État a une reconnaissance faciale qui vous permet de tout faire. Donc les Camerounais de la diaspora pourront également financer le développement de nos infrastructures. Il y a les entreprises qui très souvent n'utilisent pas le mobile money. Elles utilisent très souvent les virements bancaires. Elles aussi pourront participer parce qu'elles seront dans l'application de l'État également. Voilà, donc on élargit le pool au-delà du Cameroun et au-delà des personnes physiques pour inclure également les entreprises. Et ceci permettra vraiment d'accélérer la construction de ces infrastructures et donc de développer le Cameroun très rapidement. Voilà pourquoi il faut absolument qu'on change de modèle de financement. On quitte ce modèle étatiste pour adopter le modèle du financement populaire, le modèle de 100 francs. Mais on a l'État du Cameroun qui, depuis plusieurs décennies, prend de l'argent à l'extérieur pour financer les projets au Cameroun. Cet argent qui est parfois remboursé un peu plus tard. Est-ce que vous pensez que ce modèle n'est pas idéal pour le Cameroun puisque ça nous permet de nous développer? On a eu des entreprises, on a eu des routes, même si il y a des critiques sur l'état de ces routes-là. Non, justement, il est très mauvais parce que, il n'apporte pas assez d'argent. Cet endettement extérieur, il n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Enfin, ces sommes ne sont pas aussi élevées qu'on le pense. Il faut que vous sachiez que les besoins de financement pour le Cameroun, pour les routes par exemple, le besoin de financement est de l'ordre de 220 000 milliards. Si on veut atteindre les standards de la Banque mondiale de 0,5 km de route par kilomètre carré, nous avons besoin de 220 000 milliards. Je vous dis comment je fais le calcul. Si on dit 0,5 km de route par kilomètre carré, vous multipliez par la superficie du Cameroun. Vous êtes à peu près à 228 000 km de route dont on a besoin. Et on n'a que 10 000 km. Donc on a à peu près 220 000 encore à construire. Vous mettez à peu près 1 milliard par kilomètre de route, en incluant les indemnisations et tout le reste. Nous sommes à 220 000 milliards. Et 220 000 milliards, c'est combien? C'est près de 30 fois le budget de l'État pour 2025. 30 fois. C'est-à-dire que si l'État camerounais mettait tout l'argent de 2025 dans la route seulement, ça lui prendrait 30 ans. 30 ans. Donc là, il n'y aura pas assez d'argent de l'endettement extérieur pour financer, par exemple, les routes. Deuxième chose, il y a le problème de la gouvernance. Quand vous laissez tout entre les mains des gens qui sont des personnes nommées par des hommes politiques, généralement, on n'a pas toujours la gestion la plus rigoureuse qui soit. Voilà pourquoi il faut casser le modèle. Les entreprises populaires dont je vous parle, elles auront une gouvernance complètement différente, parce que ce sont les actionnaires qui vont contrôler les dirigeants. Le peuple actionnaire, le peuple de 100 francs. Ils savent que s'ils ne font pas bien, ils sont mis à la porte le lendemain. Donc la pression n'est pas la même. Déjà, le pool d'argent est énorme, beaucoup plus élevé que ce que l'État a. Et surtout, la pression sur les dirigeants, elle n'est pas la même. Voilà. Le petit peuple n'est pas content, il vous met à la porte. Et dans votre programme, vous parlez de la crise anglophone, crise qui a commencé au début des années 2017. Et aujourd'hui, le Cameroun est toujours dans cette crise-là. Vous parlez de la fin pacifique de la crise anglophone. Comment ça se fera? Non, ça se fera tout simplement par le dialogue et surtout... On en a déjà eu plusieurs. En leur montrant un peu de respect. Et moi, comment je compte régler cette crise? Une fois président de la République, avant de finaliser notre nouvelle constitution, je veux m'asseoir avec nos frères et sœurs anglophones sur au moins 3 jours. Je veux présider la réunion moi-même. Je ne veux pas envoyer de ministre ou de premier ministre comme Paul Biya l'a fait. Je le ferai moi-même et nous allons parler tous en anglais. So over that conference, during that conference, we'll identify what led to this crisis together. We'll identify it together in public, in front of cameras. We discuss frankly as brothers and sisters of one nation. Second, we'll find out what could be the solutions to this crisis. And on the third day, we'll identify which solutions could be put into the constitution, the new constitution, and which ones can go into non-constitutional government. So I think that we will solve this problem peacefully by showing some respect
to our brothers and sisters of the Anglophone region. On peut le faire. Parce que quand vous leur parlez, ce sont des Camerounais. Mais on a déjà eu plusieurs dialogues. Oui, mais ce ne sont pas des dialogues sincères, c'est la poudre aux yeux. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Est-ce que vous avez vu le chef de l'État lui-même à l'époque, Paul Biya, le candidat Biya, vous l'avez vu aller là-bas? Il n'est jamais allé là-bas. Déjà, vous organisez une réunion sur un sujet aussi important, vous ne prenez même pas la peine d'aller faire 5 minutes. Vous saluez les gens. Quand même, ils sont sérieux. On sait très bien qu'ici, le pouvoir, c'est le président de la République. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas un ministre. Mais en termes de solutions directes, aujourd'hui, quelles pourraient être les solutions pour la crise anglophone? Comment sortir de là rapidement sans que le Cameroun, sans que cette crise ne continue à s'intensifier comme on voit ces dernières années? Accepter déjà que ce sont des Camerounais à part entière, comme le reste de la population. Et comprendre que la langue anglaise n'est qu'une couche supplémentaire dans la diversité du Cameroun. Accepter que le Cameroun est un pays uni avec une très grande diversité. Diversité ethnique, mais également diversité linguistique. C'est juste le problème anglais-français. C'est juste une couche supplémentaire dans notre diversité. Il faut accepter cela, déjà. Et concrètement, moi, je pense que il faudra reconnaître que nos frères et sœurs anglophones ont d'autres approches, d'autres manières de voir les choses. Par exemple, sur le plan légal, ils ont ce qu'ils appellent le common law. Leur common law, c'est généralement l'approche du bas vers le haut. C'est-à-dire que ça va souvent des décisions de justice qui ensuite forment un corpus, ce qu'ils appellent judgment law, forment un corpus qui devient la loi. Généralement, dans le système francophone, c'est du haut vers le bas. Donc, on a des approches différentes dans presque tous les domaines. C'est comme ça que les anglo-saxons réfléchissent. Ils commencent toujours par les cas pratiques, ensuite ils généralisent. Alors que les francophones, généralement, ils parlent du cas général, appliquent ça au cas particulier. Donc, on a des approches complètement différentes. Il faut être au courant de ça. Donc, notre formation doit prendre en compte ces différences d'approches. La formation de nos juristes, par exemple, devra prendre en compte ces deux approches. Nos juristes devront maîtriser. Il sera requis pour avoir les diplômes camerounais de juristes. Ils devront maîtriser les deux approches légales. Donc, la formation au Cameroun sera un peu plus difficile que dans les autres pays, mais parce que c'est ça le prix de la diversité. Autre chose, notre système éducatif doit former des gens qui sont vraiment bilingues et biculturels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les enfants, avant de passer en classe supérieure, devront passer des tests d'anglais, mais également passer une autre matière en anglais pour les francophones. Et les anglophones devront faire la même chose. Pour passer en classe supérieure, ils devront passer le test de français, mais également une autre matière en langue française. Ce qui leur permettra de s'imprégner de la culture de l'autre communauté. Maintenant, au-delà de ces langues français et anglais, il faudra aussi qu'on renoue avec notre africanité. Parce que ce sont des langues européennes. Et là, concrètement, je ferai un certain nombre de choses. Les enfants devront également passer des tests de langue parentale avant de passer en classe supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant doit pouvoir parler soit la langue de sa mère, la langue ethnique du Cameroun, soit la langue de sa mère, soit la langue de son père. Il y aura des tests à l'école. Il y aura une académie des langues du Cameroun qui va déjà préserver toutes ces langues ethniques, 250 ou 300, créer des supports pour les enseigner facilement aux enfants et les vulgariser. Et cette académie devrait également créer pour le Cameroun une langue nationale à partir de nos langues ethniques. Vous voyez, donc, nous devons renouer avec cette africanité dans notre culture. Il y a également un dernier aspect, l'aspect financier, l'aspect des entreprises. Dans les téléphones dont je parle, que l'État aidera les Camerounais à acquérir, il y aura une application de l'État et dans cette application, il y aura un marché financier que j'appelle plateforme pour le financement populaire. Et dans ces marchés financiers, les jeunes en particulier pourront se financer sans discrimination aucune. Donc voilà autant de réformes que je mettrai sur pied pour promouvoir le vivre ensemble au Cameroun. Vous avez parlé de la langue nationale, il faut dire que c'est un débat depuis plusieurs années déjà au Cameroun et on se pose bien la question de savoir, vous président, ça sera choisi une langue qui existe déjà ou alors créer une nouvelle langue à partir des langues existantes? Mais on va créer une nouvelle à partir des langues existantes. Pourquoi pas choisir une langue? Comment on va la choisir? Le Bafoussam, non, pourquoi? Lito, non, les gens ne vont pas s'identifier. Il faut que les gens se reconnaissent dans cette langue. C'est la langue d'une autre communauté ethnique. Et ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. Ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Et deuxièmement, ça crée un problème de critères de sélection.
sur quelle base on va choisir telle ou telle langue. Non. Il faut que les grammariens, les experts en langue, les linguistes, tout ce monde-là, s'asseyent dans le cadre de l'Académie des langues du Cameroun, voient un peu les similitudes entre langues, voient un peu les racines, voient un peu l'étymologie des mots, ainsi de suite. Et nous, fabriquent une langue. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. En fait, c'est une science. Contrairement, moi, je ne m'y connais pas. Mais les langues sont une science. Enfin, ça prendra peut-être beaucoup d'années. Et votre mandat ne suffira pas pour le faire. Non. C'est-à-dire que si on met dans leur mission, parce que ce sera une entité constitutionnelle, l'Académie des langues du Cameroun, c'est une entité constitutionnelle. Donc, ce ne sera pas une entité créée par décret. C'est la Constitution qui va créer cette entité. Et va lui donner ces 2 missions-là. Donc, on ne pourra pas l'enlever facilement. Donc, on va lui donner les moyens, avec les experts qu'il faut, pour fabriquer cette langue et commencer à l'enseigner. Il y a des critères objectifs, je dirais même scientifiques, dans les langues en réalité. Ce n'est pas aussi superficiel qu'on le croit. Donc, il faut juste que les experts s'asseyent et commencent à nous dire comment ils ont formé ils ont créé la nouvelle langue, quelles sont les règles, d'où viennent ces règles, ainsi de suite. Parce qu'il faudrait aussi qu'il explique la grammaire de cette nouvelle langue, ainsi de suite. Il faudrait vraiment des explications. Et on va découvrir qu'en réalité, c'est du travail. Et vous pensez également que le Cameroun, en particulier, doit sortir aujourd'hui du franc CFA, qui est une monnaie qui nous suit depuis l'indépendance? Oui, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est son vrai nom. Après la restitution de nos indépendances, ils ont choisi l'appellation Communauté financière africaine. Non, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Le Cameroun n'a rien à y faire. Bon, il n'a pas vraiment été à l'origine de nos problèmes en tant que tel. C'est une monnaie qui nous retarde beaucoup parce que sa parité à l'euro ne nous donne pas la flexibilité dont on a besoin pour financer notre économie et pour nous ajuster au choc externe. Généralement, il faut savoir que quand vous êtes arrimé à une autre monnaie, vous ne pouvez pas créer la vôtre comme vous voulez, parce qu'il vous faut toujours des quantités de l'autre monnaie à laquelle vous êtes arrimé pour créer la vôtre. Et nous, on a besoin de créer notre monnaie pour stimuler notre économie. Donc le Cameroun va sortir de cette monnaie et il va renouer avec son histoire monétaire. Parce qu'il faut que les Camerounais et les auditeurs en général comprennent que le Cameroun avait sa propre monnaie avant l'occupation allemande. C'est le soi-disant gouverneur allemand, Eugen von Zimmer, qui en 1896 l'avait supprimé pour imposer la monnaie allemande au Cameroun. Mais on avait notre monnaie, on va juste renouer avec cette histoire monétaire et reprendre notre souveraineté monétaire. Nous allons aller au-delà. Nous allons également accélérer la mise sous pied du Fonds monétaire africain, qui a été créé dans le statut de Yaoundé et dont le siège est à Yaoundé en fait. Mais il a été mal conçu, donc je l'ai révisé pour en faire un vrai fonds monétaire avec un instrument financier que j'appelle le droit de tirage africain, un peu comme le droit de tirage du FMI, le droit de tirage spécial du FMI à Washington. C'est un peu le même concept, mais ici on l'applique aux pays africains seulement pour créer notre propre instrument financier nous permettant d'échanger entre nous sans passer par l'euro, le dollar ou le yuan. Donc on va également reprendre notre souveraineté monétaire au niveau continental.
Réhabilitation des héros nationaux, ça fait partie des points que vous mettez en avant dans votre projet. Comment cette réhabilitation se fera? Oui, déjà, il faut que les Camerounais comprennent qu'on doit renouer, nous réconcilier avec notre histoire. Les dirigeants actuels qu'on voit là n'ont pas été choisis par le peuple. Ils ont été imposés par la France, l'occupant français, après avoir assassiné les leaders nationalistes, ceux qui voulaient vraiment de la vraie indépendance pour notre pays. Après les avoir assassinés, donc, elle a mis à la tête de notre pays ces personnes-là, qui sont toujours là jusqu'à maintenant. Et voilà d'ailleurs pourquoi l'état de notre pays est tel qu'il est. Parce que ce sont des gens qui manquent de fierté, qui manquent de... Mais le président Paul Biya a toujours été élu démocratiquement par le peuple camerounais. C'est ce qu'on dit. Attendez, je ne veux pas aller dans cela pour l'instant. Laissez-moi finir de répondre à votre question là. Concrètement, comment je vais réhabiliter nos héros? Déjà, je mettrai sur pied 2 commissions. Une pour écrire la version définitive officielle de l'histoire du Cameroun, y compris de celle de la guerre d'indépendance, parce que cette histoire-là, elle est floue. On le voit là, par exemple, avec les gesticulations de Macron et du candidat Biya. C'est pas sérieux. Si la France était sérieuse, elle aurait ouvert toutes ses archives. Elle n'a pas ouvert les archives. Mais la France a quand même reconnu les crimes commis sur certains héros. Non. Pour moi, comme je l'ai dit ailleurs, c'est l'histoire du vieux nègre de la médaille. On vous donne quelque chose qui ne veut rien dire. Ce dont on a besoin, c'est que la France ouvre ses archives et que l'armée camerounaise ouvre aussi ses archives pour qu'on sache ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là. Du côté du Cameroun, je vais le faire une fois président de la République. L'armée camerounaise va ouvrir ses archives de cette époque-là pour que tout le monde sache ce qui s'est passé, ce que nous avons fait à nos propres frères et sœurs qui se battaient pour notre libération. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Je pense également que la France devra faire la même chose. Et là, les historiens vont écrire la vraie version de l'histoire de cette guerre d'indépendance et de l'histoire du Cameroun en général. Il y aura une deuxième commission qui, elle, va déterminer si ces massacres relevaient du génocide ou pas. Nous allons savoir ce qui s'est passé et nous allons dire si ça relevait du génocide ou pas. Et maintenant, ça c'est le côté historique, l'aspect légal. Maintenant, point de vue mémoriel, nous allons créer un espace dédié à ces héros-là. Oui, on connaît les leaders, Omniobe, Wandje, Moumie, Osenda Fana, Douala Mangabel, même quand c'est une autre époque. Mais c'est le même système colonial. C'est le même système colonial. On va tous les commémorer dans un lieu spécial, qui sera un peu comme un cimetière, avec un musée, pour rappeler qui ils étaient, à Yaoundé, le siège de nos institutions. Et il y aura une journée des martyrs, une journée de commémoration, dédiée à ces héros de notre indépendance. Et autour de cette journée, il y aura une quinzaine de l'histoire, où on va se focaliser sur l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos luttes, l'histoire de l'esclavage, mais également l'histoire millénaire du continent, qui va bien au-delà de l'esclavage. Donc, ce sera la quinzaine de l'histoire autour de cette journée-là. Pour que les Camerounais comprennent qu'au-delà de ces héros, il y a une très grande histoire au Cameroun et en Afrique en général. Donc, voilà un peu concrètement ce qu'on va faire. Rappelons que vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain et on peut consulter en détail votre programme, votre proposition politique sur votre site internet www.bouga2025.net. Depuis plusieurs mois, Dr Bouga Agbe, au Cameroun, il y a un grand débat autour du code électoral. Beaucoup pensent que le code électoral au Cameroun n'est pas favorable à l'opposition et qu'il ne permettra pas à l'opposition camerounaise de gagner. Vous, quel est votre avis sur le code électoral camerounais à ce jour? Oui, je crois qu'il y a une violation claire du code électoral, notamment l'article 80. Il faut que les Camerounais sachent qu'il y a deux choses ici qui rendent le travail un peu difficile, le travail de l'opposition un peu difficile. Il y a le problème des scrutateurs, il y a le problème de la transparence du fichier électoral national. L'article 80 du Code électoral introduit le concept de liste électorale nationale. Liste électorale nationale. Ce n'est pas là par hasard. Et cette liste électorale nationale doit être rendue publique. Ce n'est pas toujours le cas. Quand on parle à Elecam, ils disent « Oh, c'est au niveau des
au niveau des régions, des communautés. Non. Ça, ce n'est pas la liste électorale nationale. Ce sont les listes électorales. Et la loi parle très clairement. Il y a 3 concepts qui sont dans la loi. Il y a la liste électorale, quand la loi parle des bureaux de vote, des communes, et ainsi de suite. Il y a le fichier électoral, quand la loi parle des détails supplémentaires sur les personnes, sur les électeurs, leurs détails personnels. Il y a le concept de liste électorale nationale. C'est le 3e. Et ce concept-là est très clair. Et la loi dit il faut publier la liste électorale nationale. Pourquoi c'est important? Et c'est ça, j'en viens au 2e problème, au-delà de celui des scrutateurs. Nous devons savoir que dans tel bureau de vote, voici les seules personnes qui sont habilitées à voter. On doit avoir une vue d'ensemble de cette affaire-là. Si on n'a pas une vue d'ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut avoir une personne, Jean-Pierre, qui vote au bureau A, mais son nom apparaît également au bureau B, C, D, E et F. Alors que si on a une liste électorale nationale, si Jean-Pierre apparaît à tous ces bureaux, on va très vite voir que Jean-Pierre apparaît. C'est la première chose. Donc ça facilite les contrôles et ça permet de supprimer ou d'identifier très rapidement les doublons. Deuxième chose, les personnes décédées. Si vous avez la liste électorale nationale, vous pouvez savoir très vite. C'est tout. Ici, de nos jours, c'est publié en ligne en général. C'est ce que ça veut dire. 8 millions, publié en ligne. Mais s'il y a des personnes décédées qui sont sur la liste, les gens vont voir très vite. Oui, telle personne y était il y a 5 ans, mais elle est décédée il y a 3 ans. Donc elle ne doit pas y être. En fait, ils ne publient pas. Je dis c'est le régime RDPC quelque part l'ECAM, parce que l'article 44 du code électoral donne beaucoup de pouvoir au président de la République, qui est également candidat sur l'ECAM. Ils ont énormément de pouvoir. Donc c'est le candidat. Et l'ECAM est un organe libre. Non, attendez, laissez-moi finir. Ce deuxième aspect, malgré ce deuxième aspect, on peut contrer ce régime parce qu'il est hyper impopulaire. Si on a les scrutateurs dans tous les bureaux de vote, c'est ça souvent en fait, c'est même le plus gros problème de l'opposition. On n'a pas les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Quand je parle de scrutateurs, je parle de gens intègres qu'on ne peut pas corrompre. C'est là où ça se passe. Il faut que les Camerounais sachent que dans un bureau donné, même si vous gagnez, vous avez 100, le RDPC à 10, au moment du décompte, au moment de l'écriture, de la signature des procès-verbaux, on peut inverser les choses. On vous dit sur papier que non, c'est vous qui avez dit c'est le RDPC qui a 100. Mais si vous n'avez pas de scrutateur là, pour vous opposer à cette manœuvre, ça va passer. Et on va croire que le RDPC a eu 100 et vous avez eu 10. Alors mais comment avoir les scrutateurs dans les bureaux de vote? Quelle est la démarche que l'opposition doit avoir pour que ça se fasse? Non, il y a plusieurs. Généralement, ça coûte très cher parce que généralement, quand vous envoyez les gens dans les bureaux de vote, il y a près de 33 000. L'idéal, c'est d'envoyer 2 scrutateurs par bureau de vote. Ça fait à peu près 60 000, 66 000. 66 000. Donc, vous leur donnez à chacun peut-être 5 000 pour tenir la journée. Parce que très souvent, ce ne sont pas des gens riches. Pour tenir la journée, ou ne pas céder au chantage du RDPC ou aux pressions financières du RDPC. Donc, multiplier 66 000 fois 5 000. Hein, c'est d'affaires de centaines de millions de francs. Et c'est là où, justement, la société civile peut aider. J'ai proposé à d'autres parties du groupe de Fumban, ceux qui ont signé la déclaration de Fumban, de signer ensemble une convention sur le partage des scrutateurs et la mise sur pied d'un centre conjoint de tabulation des résultats. Même s'il n'y a pas coalition, on peut le faire. Je leur ai offert de les laisser utiliser mes bureaux à Yaoundé, le QG de notre campagne. On peut le faire. Maintenant, je n'ai pas eu de retour jusqu'à présent. Mais je dis aux Camerounais, il est encore possible de battre ce régime si on résout le problème des scrutateurs. Dans tous les bureaux de vote, on va les battre. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver premiers. Ici, il ne s'agit pas d'avoir 50% en plus. Il s'agit d'être premier. Et le RDPC, il y a des scrutateurs partout. Le RDPC ne peut pas être premier.
Vous le pensez? Non, ils ne peuvent pas être premiers. Ils ne peuvent pas être premiers. Mais le RDPC, c'est le parti le plus implanté au Cameroun. C'est le parti, d'après certains, le mieux organisé. Et en termes de moyens financiers, vous l'avez dit tout à l'heure, la difficulté de l'opposition aujourd'hui, c'est le capital financier. En termes de moyens financiers, le RDPC est bien au-dessus de tous les partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas l'argent qui vote. C'est le peuple qui vote. Même Mais après l'organisation des élections, même au RDPC, non. Ils ne sont pas bêtes. Nos frères et sœurs du RDPC vivent les mêmes problèmes que nous. Il ne faut pas croire. Ils sont tout aussi furieux contre ce régime. S'il y a une alternative crédible, et si ils savent que leur vote sera protégé, ils ne vont pas voter RDPC, même les militants du RDPC. Vous êtes peut-être un peu trop jeune. En 92, par exemple, l'ancien ministre, le ministre Concho Komoni, paix à son âme, avait dit un jour qu'il y avait des bureaux de vote. Le RDPC avait eu 0 voix. C'est-à-dire que même le représentant du RDPC n'avait pas voté RDPC. C'était en 92. C'était une autre époque. Non. C'est la même époque. C'est-à-dire la colère même encore plus grande. Il ne faut pas sous-estimer. Ne sous-estimez même pas la colère des militants du RDPC. Ils sont très en colère parce qu'ils souffrent comme tout le monde. Les gens croient que être RDPC vous donne quelque chose de spécial. C'est faux. C'est faux. Les gens, ils sont pour se protéger, pour peut-être préserver leur poste. Mais ils n'y sont pas par conviction. Moi, je vous dis, mettons les scrutateurs dans chaque bureau de vote et vous allez voir. Ils ne seront pas premiers. Je ne dis pas qu'ils auront 0% de voix. Je dis qu'ils ne seront pas premiers. Et c'est là le vrai nœud du problème. Ce n'est pas nécessairement la coalition, parce que la coalition est un peu plus difficile, parce que nous n'avons pas dans l'opposition des idées convergentes. Il faut que vous le sachiez. On a essayé. J'ai proposé dans le cadre des discussions du groupe de Fumban d'avoir au moins un document de principe devant guider la transition ou le changement. Bon, jusque là, sur ce document de principe, on n'a pas aucune réponse. Et puis il y a aussi un problème de crédibilité. Peut-être que tous ne sont pas vraiment de l'opposition. Donc. Vous pensez à qui quand vous le dites? Non, je ne pense à personne. Vous pensez que certains leaders de l'opposition qui étaient du côté de Fumban ne sont pas véritablement de l'opposition? Je ne suis pas sûr que tous sont de l'opposition, parce que je ne comprends pas pourquoi, au moins, sur ce minimum-là, on ne peut pas s'entendre. Surtout que la logistique qui est presque, parce que notre siège, je leur propose d'utiliser notre siège comme un centre de tabulation conjoint. Maintenant, s'il faut payer une secrétaire et tout le reste, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous organiser ensemble bien pour sûr, le faire. Bien sûr. Mais au moins, le siège est là. On a encore des bureaux qu'on n'utilise pas dans notre siège pour l'instant. Et je préfère mettre le bureau. Mais je dis également à la société civile. Si vous parvenez à mobiliser les fonds pour les scrutateurs de la société civile, moi, je peux leur donner accès au vote, aux salles de vote. Parce que moi, je suis candidat. Je peux leur donner l'autorisation parce que je peux les présenter comme mes scrutateurs, alors qu'ils sont ceux de la société civile. Donc la société civile également peut se mobiliser pour organiser les scrutateurs. Parce que c'est là le vrai problème, ce n'est pas la coalition ou la candidature unique. Le seul problème, s'il y a un seul mot que mes frères et sœurs camerounais qui m'écoutent, le vrai problème et le seul qu'on a maintenant, c'est le contrôle des votes. C'est le contrôle des votes. Et vous avez parlé du groupe de Fumban. Il faut dire que vous faisiez partie de ces acteurs politiques-là qui se sont retrouvés du côté de Fumban pour discuter d'une probable coalition. Sur quoi portaient les discussions du côté de Fumban? Du côté de Fumban, lors de cette réunion de Fumban même, c'était plus le choix d'une candidature consensuelle. Et pendant les discussions, je leur ai dit, ce ne sera pas aussi facile que vous croyez. Commençons par le plus simple. C'est-à-dire, harmonisons nos projets de société et voyons si on peut avoir des convergences. Ensuite, établissons des critères de sélection de ce candidat consensuel. Bon, certains ont cru que ce n'était peut-être pas la bonne méthode, qu'une fois que le candidat consensuel est choisi, il sera facile de nous entendre sur le programme. Jusqu'à présent, on est au point de discussion sur le programme. On n'a pas beaucoup avancé sur ça. Et le candidat a déjà été choisi? Non, justement, parce qu'il faut commencer par l'harmonisation des programmes. Par l'harmonisation des programmes. Et je dis que même si le candidat n'est pas choisi, moi je leur ai proposé un accord de ralliement que les gens peuvent signer à la fin, vers la fin de la course, un accord de ralliement. Donc tout n'est pas encore perdu, mais le gros du problème, c'est au niveau des scrutateurs. Je dis vraiment à la société civile, si vous prenez attache avec notre campagne,
Vous allez sur notre site de campagne et vous décidez de soutenir au moins l'activité des scrutateurs, ce serait une très bonne chose. Ou alors vous vous organisez. Il y a déjà des initiatives de la société civile qui visent au recrutement de scrutateurs. Il faut les rejoindre, les financer. Et maintenant, pour avoir accès au bureau de vote, moi, je peux leur donner accès au bureau de vote. Donc, on va comprendre que la population camerounaise n'a rien à attendre du groupe de Fumban, qu'il n'y aura pas une candidature consensuelle, qu'il n'y aura pas une candidature unique qui sortira de Fumban. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je dis que ce n'est pas facile comme discussion. Ça n'avance pas vraiment. Je n'ai pas vu d'avancée. Un stylo qui ne colle pas. Un stylo avec une flexibilité admirable. Un stylo avec un design unique en son genre. Un stylo léger pour une meilleure prise en main et un confort d'écriture incomparable. Mesdames, messieurs, le stylo Perfect est à votre disposition. Le stylo Perfect, c'est le stylo de la réussite. La rentrée scolaire, c'est bientôt. C'est le moment de choisir le meilleur pour vos enfants. Le stylo Perfect, c'est aussi sa durabilité. Vendeur en détail, grossiste, contactez-nous dès maintenant et prenez les stylos Perfect au prix défiant toute concurrence. Contact 697 82 49 50. Le stylo Perfect, stylo de l'excellence et de la réussite. Mais je dis que les anglo-saxons parlent souvent de first best solution et second best solution. Ça, c'est l'idéal qu'on ait une candidature consensuelle. Je dis même sans ça, si on a des scrutateurs dans tous les bureaux de vote qui, disons, rendent compte à la société civile, c'est-à-dire à tous les candidats au même moment, on n'aura pas de problème. Ce régime va partir. Parce qu'ils ne pourront pas arriver premier. Le problème, comme je vous ai expliqué, se passe au niveau des PV, des bureaux de vote. C'est là où on les falsifie. Et il vous faut un scrutateur dans le bureau de vote pour qu'on ne falsifie pas le résultat. Autrement, on va le falsifier. Et je dis aux Camerounais, il est encore temps de soutenir les scrutateurs, de soutenir les initiatives de la société civile visant à mettre sur pied un groupe de scrutateurs. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la crédibilité de certains leaders de l'opposition. Est-ce que c'est pas ça le véritable problème de l'opposition camerounaise aujourd'hui? C'est qu'on a des leaders qui se disent de l'opposition, mais qui ne le sont pas véritablement. En gros, c'est un très très gros problème. Voilà pourquoi je demande aux Camerounais de prêter attention au projet de société et au passé des gens. Ça compte également. Il y a, moi je pense que j'apporte une offre qui est claire et simple. Je n'ai pas de passé et d'acquaintance avec le pouvoir en place. Non, il faudra éliminer tous ceux qui ont un passé d'acquaintance avec le pouvoir en place. Je ne dirais pas, je ne serai pas aussi dur que ça. Mais je dis que dans leurs critères de sélection, parce qu'il faudra qu'ils aillent voter. Il y a des gens qui ont peut-être... Il faudra qu'ils aillent voter. D'accord avec ce qui se faisait à l'époque. Il faudra que déjà les Camerounais aillent voter. Et dans leur choix, il y a deux choses à regarder. Regardez ce que la personne propose. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que ça résout vos problèmes? Regardez également la crédibilité de la personne qui fait ces propositions. Est-ce qu'elle a eu l'occasion d'appliquer ce qu'elle propose maintenant? Et si elle a eu cette occasion, pourquoi elle n'a pas fait ça? Quand vous parlez, on a en face de nous directement deux candidats. Bello Boba Magari, qui a été ministre pendant plusieurs décennies au Cameroun. De l'autre côté, Issa Tiroma Bakari également. Eux qui ont démissionné du gouvernement camerounais et qui ont déposé leur candidature pour être président de la République. Est-ce que vous pensez que les Camerounais ne devraient pas compter sur eux pour un potentiel changement? Je ne veux pas juger de mes concurrents dans cette course. Non, je ne veux pas parler d'eux. Parce que je ne veux pas mener une telle campagne. Je dis aux Camerounais, c'est votre décision. Regardez ce que les gens offrent. Regardez leur passé. Leur crédibilité. C'est à vous de juger. Ici, vous êtes les patrons. C'est vous qui décidez de qui sera le prochain président de la République. Donc, je ne vais pas m'attaquer à qui que ce soit. Donc, je ne veux pas me prononcer sur aucun candidat. La prochaine rencontre du groupe de Fumban se fera quand, M. Agbé? Pour l'instant, je n'ai encore aucune information.
Il y a un secrétariat qui gère les choses, mais là, je n'ai pas d'informations. Moi, je m'attends à ce qu'au moins on s'accorde sur au moins la convention, sur le partage des scrutateurs. Si on s'accorde sur ça, ça sera déjà une avancée. Et les candidats de l'opposition, est-ce qu'il y en a qui se rapprochent de vous en termes d'idées, qui se rapprochent de votre programme? Est-ce qu'il y a des programmes qui se rapprochent de votre programme en termes d'idées, en termes de projets pour l'avenir du Cameroun? Non, je suis en discussion avec certains qui ne sont pas nécessairement candidats. Je suis en discussion avec certains qui ont été recalés, qui ont été candidats, mais qui ont été recalés. Bon, on verra. Le moment venu, si on parvient à nous entendre, on va l'annoncer au peuple. On va l'annoncer au peuple et ça créera certainement une bonne dynamique pour le changement. Maurice Kamto, vous parlez de certains candidats recalés. Maurice Kamto, est-ce que vous avez discuté avec lui dans le cadre de la préparation de cette élection? On sait qu'il a un énorme électorat au Cameroun. C'est l'un des opposants phares du Cameroun, c'est l'un des principaux opposants. Je pense que c'est mieux dit comme ça au Cameroun. Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter déjà avec le professeur Maurice Kamto, comme d'autres candidats d'ailleurs, qui se sont rapprochés de lui? Pas encore. J'essaierai de le rencontrer dans les prochains jours, s'il le veut bien. Pour l'instant, pas encore. Je n'ai pas encore eu de discussion bilatérale avec lui. Vous n'avez pas encore discuté avec le professeur Kamto? Pas encore. Je suis là présentement en train de parler à d'autres, mais pas encore à son niveau. Mais je compte le faire, c'est dans les plans. On a quand même vécu la disqualification de Maurice Kamto et d'autres candidats par le Conseil constitutionnel. Quel est votre avis sur la disqualification de Maurice Kamto, qui était présenté, je le dis encore, comme l'un des principaux opposants camerounais? J'avais fait une déclaration là-dessus qui a été rendue publique. Je pense que c'est regrettable, c'est antidémocratique. Mais je pense aussi que j'avais vu venir ce problème. Ça reflète la nécessité de remettre le peuple au centre de nos institutions. Et voilà pourquoi dans mon projet de société, je remets le peuple au centre de nos institutions, déjà à travers une Cour suprême qui va contrôler tout le processus électoral. Et surtout à travers l'introduction des scrutins de présélection des candidats qui permettront au peuple lui-même de dire qui peut être candidat. Et j'en parle de la page... Une sorte de primaire. Oui, une sorte de primaire. À la page 365 de ce livre, programme, les scrutins de présélection des candidats. Et là, comment ça va se faire concrètement? La Cour suprême qui va prendre le contrôle de... La constitution camerounaise instaurera un système de présélection des candidats à tous les scrutins au Cameroun. Toute personne remplissant les conditions requises pour chaque scrutin pourra se porter candidat à la présélection des candidats. Cette présélection des candidats se fera sous la supervision de la Cour suprême et sera organisée comme tout scrutin normal. Voilà. Et dans ce cas, concrètement, comment ça se fait? S'il y a, disons, 1000 candidats, parce qu'on va enlever la caution, on va enlever cela. Parce que je pense que la caution, c'est du racket. Moi, président de la République, est-ce que c'est pas ce n'est pas important dans le cadre du toilettage des candidats qui peut être candidat pour éviter que le tout venant ne dépose pas sa candidature à la présidentielle? Non, justement, c'est le peuple qui doit dire qui peut être candidat. Et pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas le pouvoir de l'argent. Imaginez un paysan qui représente des millions de paysans dit que je veux être candidat pour défendre les paysans, c'est-à-dire les millions de Camerounais. On ne doit pas l'empêcher de le faire juste parce qu'il n'a pas les 30 millions. C'est le peuple qui doit dire qui doit être candidat. Voilà pourquoi cette réforme est extrêmement importante. Concrètement, comment ça se fera? S'il y a par exemple 1000 candidats, là on se plaignait parce qu'il y avait 84, alors que ce n'est même pas grand-chose. S'il y a 1000 candidats, la Cour suprême va organiser des débats par groupe de 5 qui sont tirés au sort, comme à la Coupe du Monde. Donc on a 200 groupes. Elle organise les débats en ligne. Vous allez les suivre en ligne. Premier débat, première semaine, des groupes de 5, 200 groupes, elle met ça en ligne. Une semaine après, elle organise le deuxième débat. Elle fait un tirage au sort, encore à nouveau. Donc un autre groupe fait d'autres groupes de 5, 200 toujours. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes dans les groupes. Elle organise le débat. Troisième semaine, elle fait la même chose. Elle tire au sort. L'élection pourra durer 1 an. Non. C'est 3 semaines. Tout se fait en ligne, justement. Tout se fait en ligne. Donc les gens suivent les débats. Au bout de ces 3 débats, vous passez au scrutin qui est un vote électronique en ligne dans l'application de l'État que j'appelle fichier unique où vous avez la reconnaissance faciale. Donc vous dites qui peut être candidat. Ceux qui ont 5% ou plus dans ce scrutin sont retenus comme candidats
et ont une allocation budgétaire conséquente pour faire campagne sérieusement. Parce qu'il y a deux aspects ici. Il y avait l'aspect popularité des candidats, comme le cas du candidat du professeur Kamto, qui a été injustement éliminé dans un processus antidémocratique. Il y a ce gros problème. On n'a pas l'impression que le système a été démocratique. Il y a également le deuxième aspect, l'aspect financier. On a l'impression que le système est contrôlé par les pouvoirs de l'argent. Il faut également enlever ça. Donc, une fois que le peuple choisit qui peut être candidat, voilà, vous avez une allocation budgétaire conséquente, c'est-à-dire l'État ne vous donne pas l'argent, mais l'État ouvre une ligne budgétaire. Pour vous, vous êtes l'ordonnateur. Vous devenez en gros comme un ministre et vous dites, voici où on va dépenser, voici où on va dépenser, on va faire notre campagne sérieusement. Comme ça, vous couvrez tout le Cameroun. Et là, on enlève le pouvoir de l'argent de la politique. Donc, tout devenant électronique, les élections devenant électroniques, les coûts baissent. Donc, ça ne va pas coûter cher, mais les candidats auront les moyens de faire campagne sérieusement. Voilà comment je change cela. Donc, ce qui est arrivé au professeur Kamto et à d'autres candidats ne va plus arriver avec moi comme président de la République. Et c'est le peuple lui-même qui va dire qui peut être candidat. Et les gens ne seront plus frustrés. Il n'y aura plus de frustration. Parce que chacun verra. Même ceux qui n'ont pas eu 5% au plus, ils vont compter. Parce que si vous avez même 0,5%, dans un scrutin de présélection, vraiment, vos idées vont compter. Ça veut dire que vous avez quand même un électorat. Vous avez un électorat et surtout les autres candidats qui sont retenus vont vous attirer, vont venir vers vous. Parce que vos 5% valent de l'or. Vous allez voir que dans tous les points de vue, en fait, seront pris en compte et les candidats retenus vont trouver une forme de compromis qui permettra à notre démocratie d'évoluer. Est-ce que vous pensez que l'absence de Maurice Kamto à cette élection va considérablement affaiblir l'opposition camerounaise? Est-ce que ce n'est pas un gros coup pour l'opposition dont vous faites partie? Je ne pense pas en tant que tel, même si ça a découragé beaucoup de gens. Ça a découragé beaucoup de gens et ça a fait en sorte que beaucoup ne croient plus que le changement est possible. Mais je ne pense pas que c'est la bonne manière de réagir. Ok. Parce que les idées, vous savez, les hommes passent, mais les idées restent. Les idées du changement restent. La volonté de changer ce pays est encore intacte. Il faut donc que les Camerounais, je dis bien, les Camerounais, s'assurent qu'on a des scrutateurs internes, intègres dans tous les bureaux de vote. C'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas corrompre. Une fois de plus, je vous dis, dans un bureau de vote, si vous avez 100 et Paul Biya a 10, le PV final peut dire que Paul Biya a eu 100 et c'est vous qui avez eu 10. Le PV final peut le dire. Si vous n'avez pas de scrutateur là qui refuse de signer un tel PV. Donc voilà l'importance. C'est là où généralement le RDPC triche. Et c'est ce qu'ils veulent faire encore. Indépendamment du résultat du bureau de vote, ils changent le PV, ils mettent le chiffre qu'ils veulent. Il faut donc qu'on ait des scrutateurs intègres et qu'on puisse les financer. Moi, je dis aux Camerounais, vous allez sur le site internet de mon mouvement, www.bouga2025.net. Vous pouvez contribuer même avec 100 francs à notre campagne pour qu'on ait des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Parce que c'est ça le nœud du problème. Même lors de l'élection de 2018, les partis qui contestaient le résultat n'avaient pas les 33 000 PV. Je ne sais pas si vous le saviez. Ouais. Ils n'avaient pas les 33 000 PV. Notamment. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient à peu près la moitié des PV. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une élection si vous n'avez que la moitié des PV. Personne ne va vous prendre au sérieux. Vous voyez la difficulté. Et c'est ça le vrai problème de l'opposition. J'espère qu'avant l'élection, on parviendra à résoudre ce problème de scrutateurs. Alors, beaucoup de candidats de l'opposition, on le disait tout à l'heure, se rapprochent aujourd'hui de Maurice Kamto, qui a un énorme électorat. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto peut être le faiseur de roi de cette élection présidentielle? Est-ce qu'il pourra jouer un rôle de par sa dernière sortie? Pourquoi pas inviter à voter X ou Y candidat? Je pense qu'il peut, je ne dirais pas faiseur de roi, mais il peut avoir une très grande influence en mettant sa popularité au service des scrutateurs. Il peut... Pas d'un candidat, mais des scrutateurs. Oui, parce que pour moi, il aura un rôle énorme. S'il venait à m'écouter, c'est-à-dire s'il y a une chose, je pourrais lui demander de faire, qu'il mette sa popularité au service des scrutateurs. Je dis aujourd'hui, si lui parvient à trouver des scrutateurs pour tous les bureaux de vote, moi je leur donnerai accès au bureau de vote parce que je suis candidat. Moi je peux le dire, ce sont mes scrutateurs, donc je signe les papiers
pour qu'ils aillent dans les bureaux de vote. Donc vous pensez que... il peut jouer un rôle très très important. Mais pas en soutenant un candidat. Oui, parce que là, il courait un gros risque. Il courait un gros risque parce que les électeurs qui étaient prêts à le soutenir ne vont pas nécessairement soutenir l'autre candidat. Peut-être aussi au moins 80% vont soutenir. Pas nécessairement, parce qu'il y a un problème de crédibilité. Ne croyez pas que les gens votent comme des moutons, c'est pas vrai. Ils sont pas bêtes. Quand vous parlez aux gens, ils sont pas bêtes, ils savent exactement ce qu'ils font. Mais je pense que je n'ai pas, c'est un aîné, c'est quelqu'un de très expérimenté, je n'ai pas vraiment de leçons à lui donner, de conseils. Mais je dis, s'il y a une chose à faire, c'est de donner l'opposition, avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. S'il va jamais parvient à le faire, il va beaucoup contribuer au changement dans notre pays. Et non de soutenir un candidat. Oui, le risque de soutenir un candidat, c'est d'apparaître comme partisan. Alors que si lui se focalise sur les scrutateurs, par exemple, il est au-dessus de la mêlée. Mais beaucoup pensent que Maurice Kamto, pour montrer qu'il n'est pas individualiste, devrait aujourd'hui se rallier derrière une personne. Parce que sur les réseaux sociaux, ça se dit que pendant plusieurs années, il aurait souhaité être président et aujourd'hui qu'il n'a pas cette possibilité, il devrait montrer qu'il veut le changement du Cameroun et non qu'il a toujours souhaité être président de la République. La meilleure manière de montrer qu'on veut le changement du Cameroun, c'est d'empêcher le RDPC de tricher. Et d'empêcher de tricher, c'est s'assurer qu'on a des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Il peut justement être un facilitateur, quelqu'un qui coordonne justement cette opposition. Il peut le faire. C'est-à-dire qu'il ne privilégie pas une ou deux personnes, non. Il devient comme un peu le sage de l'opposition qui fédère autour du projet des scrutateurs. Par exemple, quelqu'un comme lui, s'il le fait, il va avoir un rôle extrêmement important et nous lui serons tous reconnaissants. Choisir un candidat nécessairement court le risque pour lui d'apparaître comme partisan et si jamais il l'est, le candidat ne passe pas, c'est la catastrophe. Vous savez, les gens ont de la mémoire en politique parfois. Une fois de plus, je dis c'est un aîné, il s'y connaît beaucoup mieux que moi en politique, mais je dis du point de vue où je suis, j'irai le rencontrer en tant que cadet, parce que c'est un aîné, je vais essayer de le rencontrer. Et l'une des idées, c'est celle des scrutateurs. Ça lui permet de rester au-dessus de la mêlée et de se focaliser sur le changement et la défaite. Et pour moi, je pense que son rôle sera beaucoup plus efficace si jamais il le faisait. Au-delà du groupe de Fumban Vote qui est candidat aujourd'hui, est-ce que le peuple camerounais devrait espérer une candidature unique de l'opposition? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile non plus. Il faut qu'une fois de plus, les gens comprennent qu'on n'a pas de vision nécessairement commune du changement. D'autres pensent que le Cameroun doit devenir un État fédéral, avec au moins 2 États ou 3 États. D'autres pensent même qu'on doit aller au-delà avec un fédéralisme communautaire. D'autres sont encore dans le modèle étatiste, où c'est l'État qui doit être au centre, mais il doit seulement mieux gérer. Moi, je suis contre toutes ces histoires-là. Vous êtes contre le fédéralisme communautaire qui est prôné par le PCRN de Cabral Libye. Voilà, il faut que les Camerounais apprennent à vivre ensemble dans la diversité et dans l'unité. Unité et diversité ne sont pas antinomiques. Regardez la main, les doigts de notre main. Aucun doigt n'est similaire à l'autre. Mais tous sont utiles. Et c'est ça le Cameroun. C'est comme les doigts d'une main. Essayez de nous diviser, que chaque doigt forme son état, juste parce qu'on est différents. Et puis en plus, c'est différence artificielle. Mais est-ce que c'est ça l'idée du fédéralisme communautaire? Oui, mais c'est un peu donner un peu plus d'autonomie, plus de poids politique à des communautés spécifiques. Mais quels sont les critères qui vont être utilisés? J'espère que bientôt on aura un débat sur ça et chacun va pouvoir expliquer ce qu'il met dedans, dans ce qu'il propose. Moi, je ne vois pas sur quels critères on va diviser les gens, leur donner un poids politique, connaissant les conséquences que ça peut entraîner en termes de transparence, de gestion des choses. N'oubliez pas aussi, on a de sérieux problèmes dans la gestion de nos communautés locales. Les problèmes de transparence, de redevabilité, où on voit j'entends des histoires où les maires sont également des prestataires dans leur commune, dans leur mairie. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. Moi, je dis que nous devons d'abord penser au problème qu'on veut résoudre. C'est quoi le problème qu'on veut résoudre? Et quelle est la solution la plus simple pour le résoudre?
Le problème de développement, je vous ai parlé des routes, les entreprises populaires. Vous, avec vos téléphones, vous contrôlez tout. Vous contrôlez tout collectivement, comme peuple. Et après, vous avez beaucoup plus d'argent. Bien sûr, et vous avez même beaucoup plus d'argent que les communautés. Si vous regardez les choses en tant que peuple, moi, je n'aurai aucun problème en tant qu'actionnaire à financer une route qui va être construite à Marois, ou à Bertois, ou à Bamenda. Parce que de toute façon, c'est la route du Cameroun, je suis actionnaire, c'est aussi ma route, c'est le Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, vous savez, les pères de notre indépendance se sont battus pour l'unité nationale, pour qu'on maintienne cette unité nationale. Et il ne faut pas détruire cela. Ça, ce sont les différences de fond que nous avons dans notre manière de voir le changement. Voilà pourquoi ce ne sera pas aussi facile qu'on le pense. Qu'on ait une candidature. Oui, parce qu'on ne pense pas de la même manière. Ce n'est pas un bloc monolithique, l'opposition. Chers parents, réservez le meilleur pour vos bolichons en cette rentrée scolaire. Nous vous proposons le kit spécial Bonne Rentrée. Ce kit est constitué d'un manteau contre la pluie. Avec ce manteau, votre super-héros va défier les intempéries. Une gamelle constituée de plusieurs assiettes, une cuillère et une fourchette. Votre chouchou mangera toujours chaud à la récréation. Une goude qui conservera de l'eau loin des microbes. Une ardoise électronique dernière génération accompagnée de son stylo magnétique. Avec cette ardoise, l'apprentissage devient facile. Vous trouverez également dans notre kit un parapluie super solide et 4 livres qui permettront à vos enfants d'apprendre tout en s'amusant. Livres de mathématiques, de dessins, d'alphabet et de comptes. Chers parents, arrachez-vous ce kit dès maintenant au prix promotionnel de 10 000 francs CFA seulement. Appelez dès maintenant 694 46 70 29 ou encore 673 97 92 20. Il y a encore... Mais je dis aux Camerounais, s'il vous plaît, focalisons-nous sur les scrutateurs. Focalisons-nous sur les scrutateurs. Donc c'est le plus important et c'est ce que vous proposez pour l'heure. Il y a quelques jours seulement, le bâtonnier Akérémona a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour attaquer la candidature du président Paul Biya. Est-ce que vous pensez que ce recours, qui a d'ailleurs été rejeté par le Conseil constitutionnel, était légitime? Oui, il est légitime de se poser des questions sur la santé d'un homme de 93 ans. Le président de la République, ce n'est pas une petite affaire. Je peux même vous dire que candidat à l'élection présidentielle, je le vois moi-même, je le sens moi-même. Physiquement, ça vous prend. Même si vous avez une équipe tout autour de vous qui vous aide, je vous dis physiquement, c'est énorme. C'est énorme comme problème et comme défi. Et moi, j'ai la cinquantaine. Et je me demande à quelqu'un de 93 ans qui peut faire ce genre de choses. Non, il est tout à fait légitime de se poser des questions sur la capacité, les facultés cognitives, les capacités physiques du candidat Biya. Maintenant, vous savez, le droit a une dimension discrétionnaire. Bon, ça a été rejeté sur des raisons techniques. Je pense que c'était irrecevable. C'était irrecevable parce que ça en avait sur la forme recevable, irrecevable dans le fond. Bon, voilà. Bon, c'est une décision de justice. Mais moi, je pense qu'on peut se débarrasser de Biya de toute façon en ayant les scrutateurs dans les bureaux de vote. Empêchons Biya de tricher. Et on va le battre. Il ne peut pas être premier dans cette élection. Et peut-être, il ne peut pas être premier. Peut-être comme en 2018, on se retrouvera au Conseil constitutionnel après les élections. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel est libre et transparent? Non, si on a les 33 000 bureaux de vote et 33 000 PV signés de tous, c'est difficile pour eux de tricher, ça sera difficile. Voilà pourquoi je vous parle de scrutateurs. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller au Conseil constitutionnel sur la base de 10 000 PV. C'est 10 000 PV sur les 30 000 ou 15 000 PV sur les 30 000. Il faut les avoir en totalité. Bien sûr, parce que le RDPC va vous dire non, c'est là-bas, c'est là où j'ai fait mon carton de voix. Surtout qu'il ne publie pas la liste électorale nationale. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Et c'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison du refus de publier la liste électorale nationale. Ils peuvent augmenter les électeurs au dernier moment, ex post, dans les bureaux de vote où vous n'étiez pas. Vous voyez, alors que s'ils publient la liste électorale nationale avant, on va savoir, non, le bureau de vote là n'avait que 10 votants. Donc vous avez triché. On aura des arguments concrets pour détruire les documents, le PV des CAM au Conseil constitutionnel. Mais là maintenant, on ne peut pas les avoir. C'est l'une des difficultés à laquelle que nous avons. Dans quelques jours seulement, on s'ouvre la campagne. Comment vous la préparez, docteur? Oui, là déjà, on installe les équipes locales. On veut faire du porte-à-porte. Pour cela, il nous faut
des gens sur le terrain qui vont notamment distribuer ce prospectus-là que je vous ai donné, qui résume un peu nos propositions. En 20 points. Oui, qui les résume. C'est une liste qui est non exhaustive, hein, et ça donne aussi la couleur de notre bulletin de vote. Donc, une fois, on veut mettre ça dans toutes les maisons, mais ça, bien sûr, vous savez, ça coûte de l'argent. Hein. Donc, il faut que les Camerounais soutiennent. Une personne ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Donc, il y a sur ce prospectus, sur un numéro, c'est le 6 94 86 12 83. 6 94 86 12 83. C'est un numéro où vous pouvez envoyer même vos 100 francs ou plus. Pour vous soutenir la campagne et donc soutenir la présence des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Et un dernier message aux Camerounais qui nous écoutent cet après-midi, docteur. Oui, et ne vous découragez pas. Même si votre champion n'a pas été retenu, sachez que tous les Camerounais, y compris votre champion, peuvent contribuer grandement au changement en nous aidant à avoir les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Il faudrait que tous les candidats à cette élection présidentielle aient les PV des 33 000 bureaux de vote. Même si votre candidat n'a pas été retenu, mais il peut apporter les scrutateurs, moi, candidat, je les ferai entrer dans les bureaux de vote en les présentant comme les miens. Donc nous aurons tous les PV de tous les bureaux de vote. Et au soir de l'élection, nous saurons qui a gagné l'élection sur la base des 33 000 PV qu'on aura. Donc le plus important ici, ce n'est même pas la coalition. Ce sont les PV des 33 000 bureaux de vote. Avec ces PV, même Elecam ne pourra pas tricher. Même le RDPC ne pourra pas tricher. Donc mobilisons-nous. Nous avons encore beaucoup de jours pour nous entendre sur les scrutateurs. Et je pense que le changement arrivera le 12 octobre. Hein? Voilà. Et allez voter, s'il vous plaît. Go vote, please. Don't stay home. Go vote on October 12 and support our efforts in finding poll watchers in all 33,000 polling stations. Please, don't stay home. You have to mobilize. We can't change this country with only one person. One person cannot do it. Even all these candidates from the opposition cannot do it by themselves. We need you, the people, to help us do it by financing the mobilization of poll watchers all over Cameroon. Thank you. Merci, docteur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis cet après-midi sur Mirror Radio 93.7 FM. On se donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 10h et mardi prochain 16h pour un autre rendez-vous de présidentiel 2025. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, bonne suite de programmes sur notre antenne. Ne manquez pas votre émission présidentielle 2025 tous les mardis 16h et dimanche 10h. On ne peut pas prétendre boycotter et dire qu'on a des échos. Présidentielle 2025, c'est votre rendez-vous politique avec les candidats à l'élection présidentielle, les hommes politiques, les analystes et consultants. Expliquez-moi comment un parti politique qui n'a aucun élu fait pour contrôler les votes. Non, mais c'est ça que vous voulez parler? C'est vous qui... Au programme, entretien, duel, actualité. Présidentielle 2025, c'est sur Mirror Radio 93.7 FM.